Mesdames, Messieurs, nous voici de retour sur ce plateau. Maître Sylvain Atomesson, qui est toujours avec nous. Est-ce qu'on peut accuser la justice d'avoir sa part dans la régression du continent africain? Parce qu'on parle depuis des années d'émergence, mais l'émergence n'est jamais acquise. Oui. Vous savez, la justice est une institution importante de régulation des équilibres sociaux. Et lorsque cette justice ne contribue pas à cette régulation et à combler le fossé entre les couches sociales, eh bien, sa part de responsabilité est engagée. Parce que lorsque vous avez travaillé toute votre vie et vous avez acheté un terrain, qu'un homme, parce qu'il est plus riche ou parce qu'il est proche du pouvoir, prend et vous allez à la justice, bien que vous ayez prouvé que vous avez acheté ce terrain avant ce monsieur, bien que vous ayez prouvé que vous avez fait les démarches pour avoir un titre foncier et que la justice donne raison à ce monsieur tout simplement parce que lui, il a pu dépenser de l'argent, ça crée un problème. Lorsque vous, madame, vous allez demander un crédit à une banque, on vous demande d'avoir un titre foncier, on vous demande de produire un certain nombre d'éléments que vous n'avez pas et on vous refuse ce crédit, et qu'un autre vient demander 10 fois plus ce que vous demandez, qui parfois ne produit pas ce titre, mais parce qu'il a un nom, parce qu'il appartient à une certaine catégorie. Il prend cet argent. Et en plus, pour rembourser, il refuse. Et quand on lui demande de rembourser, il vous met au tribunal, et que le tribunal lui donne raison, qu'il n'a pas payé cette dette, ça crée une frustration. Est-ce que ces cas... Ce sont des cas que je vous donne pour que vous sachiez qu'il arrive que la justice participe à la régression du processus d'émergence dans nos pays. C'est pour ça que le gouvernement du Togo a mis en place une cellule qui travaille sur la modernisation de la justice, sur sa rapidité et sur l'effectivité de cette décision. Il y a Mme Ablamba Johnson qui s'occupe de ce volet et il faut reconnaître que du travail se fait. Mais on ne change jamais une institution si les personnes qui l'incarnent ne veulent pas changer dans leur tête. C'est le problème. Si vous mettez un juge à un poste de responsabilité et qu'il ne sait pas qu'il a un devoir de régulation de la société, de relèvement du niveau de moralité, d'éthique de cette société et du rayonnement de son pays sur le plan international, il ne fera rien. Donc, les institutions doivent être animées, valorisées et légitimées par les hommes qui sont appelés à les animer. Et les justiciables, ils doivent être aussi éduqués. Ils doivent être éduqués, ils sont complices. Parce que lorsque vous avez un dossier, on a dit que la loi, le code pénal interdit la corruption. Et il y a la haute autorité de lutte contre la corruption appelle tous les jours les Togolais à ne pas corrompre, et que vous avez une décision de justice, où vous avez un procès, vous allez voir un juge avec une enveloppe, vous participez au phénomène. Vous participez à consolider la corruption. Mais, madame, parfois, si vous refusez, vous êtes le dernier de la classe. Pourtant, vous avez votre droit. C'est une situation... Vous savez, je préfère qu'on prie que nos pasteurs prient pour que ça n'arrive plus dans nos pays, pour qu'on sauve les âmes des corrompus. Vous qui êtes contre la prière. Je ne suis pas contre la prière. Je suis contre le fait de faire de la prière dans son travail quotidien. C'est tout. Mais je prie tous les matins. Mais je ne passe pas 24 heures à prier, à ne rien faire. C'est la différence. Mais oui, c'est tout. Laissons de côté cette affaire de prière. Nous voyons donc que l'accès à la justice est vraiment important pour le développement d'un pays. C'est très important, j'allais dire, parce que lorsque des investisseurs que nous appelons de tous nos voeux, et ça peut-être on va en parler, arrivent dans un pays et que au bout de 2 mois, au bout de 2 ans,
tout le capital qu'ils ont amené a été englouti dans des affaires mafieuses, dans des affaires sulfureuses, et que la justice ne peut pas les protéger, c'est difficile. Lorsque quelqu'un... Mais avant même qu'ils ne viennent, ils devraient savoir que la justice pourrait les protéger. Oui. Si le climat... Vous savez, quand j'arrive en France, je sais que quand je suis en situation, je peux m'adresser à une justice. Si on me refuse un papier, je peux m'adresser à la justice. Et si je remplis les conditions, la justice va me rétablir dans mes droits. Vous avez vu, il y a 2 jours, qu'on a relaxé Bernard Tapie, que toute la presse a présenté comme un voyou de grand chemin. La justice doit marquer son indépendance vis-à-vis des deux grands pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Lorsque le juge doit prendre des recommandations dans le bureau d'un ministre ou d'une autorité ou tout ça, elle perd son indépendance. La justice. Ça veut dire qu'aujourd'hui... C'est légitime. Aujourd'hui, c'est le procès qui est fait à la justice. Il faut faire le procès aux acteurs de justice que nous sommes. Il faut faire notre procès. La justice n'a rien à voir. La justice est partout. Les juges et les acteurs de justice sont partout. La justice est nulle part. La responsabilité de la justice, parce que la justice est une institution. La justice, c'est vous, c'est moi. Mais la justice n'est pas quelque chose de palpable. On ne peut parler de la justice qu'à travers les acteurs de la justice. On ne peut considérer la qualité, le degré d'indépendance de la justice qu'à travers le degré d'indépendance et d'impartialité des acteurs de la justice. Ces acteurs qui sont de plus en plus nombreux, mais aujourd'hui qui veulent contourner les tribunaux ou même réduire leur périmètre. Je veux parler des commissions vérité. Est-ce que cette démultiplication des acteurs de la justice peut satisfaire des besoins de justice? C'est important de multiplier parce que vous savez, aujourd'hui, nous allons en parler à notre conférence du PALU. Il y a les modes alternatifs à la justice de règlement des conflits, à l'arbitrage, la conciliation, la médiation, et tout ça qui sont importants. Et les commissions vérité, justice et réconciliation que nous avons eues sur le continent, notamment au Togo, sont des moteurs de rétablissement des équilibres qui ont été rompus par un certain nombre de situations antérieures. Parce qu'il s'est trouvé des moments où des gens se sont levés les uns contre les autres pour se faire du mal. Est-ce qu'il ne faudrait pas les traduire tous devant les tribunaux, oui, les juger? Que vous compreniez que les commissions justice et vérité ne sont pas exclusives des procédures judiciaires. Lorsque on vous met ensemble pour vous entendre, c'est pour oublier les ressentiments, les frustrations. Mais s'il y a des réparations à faire et que c'est par voie judiciaire que cette réparation est possible, on vous laisse aller à la justice. Ce qui n'a jamais été le cas avec... Oui, ça n'a jamais été le cas, soit parce que les protagonistes ont considéré que la médiation opérée a porté ses fruits, soit moi j'ai participé au procès des génocidaires au Rwanda et j'ai commencé par participer aux procédures de Gacaca au Rwanda. J'ai participé à ces... Ce sont des actes que l'on pose pour réconcilier l'inconciliable. Mais ça n'exclut pas l'œuvre de justice. Au Rwanda, il y a eu beaucoup de procès. On ne continue pas à poursuivre les gens. S'il n'y a pas eu cet effort de faire au Rwanda, on cite aujourd'hui le Rwanda comme un des modèles en Afrique. Parce que les Rwandais ont compris à un moment donné de leur histoire que c'est les incompréhensions, des attitudes d'une autre ère, d'une autre époque, qui les ont mis dans cette situation. Et qu'il faut aujourd'hui se mettre ensemble pour réparer. Développer, d'abord de réparer les blessures du passé et développer leur pays. Aujourd'hui, quand vous allez au Rwanda, il ne vous viendra jamais à l'esprit de donner l'argent à un magistrat. Le magistrat lui-même, il est formé, il a une bonne qualité de vie, il s'est mis dans sa tête qu'il doit servir la population. La cause de la justice et non
sa poche. Son ventre. Son ventre. Dans la sous-région, la majorité des transactions commerciales qui sont complexes et des accords d'investissement gérés par des cabinets internationaux. La sécurisation de l'environnement juridique dans notre sous-région ouest africaine reste un objectif majeur. Oui, c'est un objectif majeur. Je regrette que nos chefs d'État, nos hautes autorités confient les sorts de nos pays, les affaires de nos pays à des cabinets internationaux. Nous sommes allés à la même école qu'eux. Moi aussi, j'ai fait mes études en France. Beaucoup de Togolais, de Nigériens, d'Ivoiriens, tout ça, ont fait de grandes écoles, sont même dans les gros cabinets. Pourquoi aller chercher ces cabinets internationaux? D'abord parce qu'il y a un manque de confiance entre nous. On ne veut pas que l'avocat togolais, l'expert togolais, comprenne le dessous de certains dossiers. On ne pense pas, on ne fait pas confiance suffisamment à cet avocat togolais ou ivoirien. Nous avons même des experts comptables blancs dans notre pays que l'on désigne pour expertiser un certain nombre de dossiers, pour liquider un certain nombre de sociétés. Peut-être parce qu'ils ont fait leurs preuves. Ils ont fait leurs preuves. Pourquoi nous, on ne nous demande pas d'aller en France? Pourquoi? Moi, je suis inscrit à la Cour pénale internationale. Gbagbo a été défendu en principal par des avocats français. Est-ce qu'il sait dans quelles circonstances? Est-ce qu'il connaît les recoins d'Abidjan, ce cabinet? Non. Si vous ne mettez pas en exergue, en évidence, les expertises que vous avez localement, eh bien, on se laissera piétiner. Donc, les transactions internationales dont vous parlez concernent nos pays, concernent les populations de nos pays. Pourquoi prendre une partie de l'argent que vont générer ces transactions internationales et payer à d'autres qui sont déjà en repus? C'est la question que je vous pose. Ce n'est pas normal. Pourquoi on poursuit un politicien camerounais au Cameroun? Il va chercher Dupond-Moretti comme s'il n'y a pas Robert Dossou, il n'y a pas Jovi Gali, il n'y a pas Maître Sivato. Moi, je suis encore jeune, il n'y a pas Kofigo, il n'y a pas Gouibo. Il y a des avocats qui ont fait leurs preuves dans nos pays. Et vous, pourquoi va-t-on chercher Dupond-Moretti pour aller défendre les gens au Cameroun? Et que faites-vous en tant qu'acteurs locaux? C'est de ça que nous allons parler à partir de mercredi, parce qu'il faut que l'avocat togolais, avocat africain, se positionne. On ne peut pas refuser ça, parce que c'est la mondialisation, les frontières sont ouvertes, les gens peuvent s'installer partout où ils veulent. Il faut que nous prouvions à nos autorités et à tout ce monde-là qui va chercher des avocats ou des experts étrangers, que nous pouvons également le faire. Nous avons des économistes qui peuvent monter des plans de développement, des stratégies économiques. On n'a pas besoin d'aller chercher un ancien ministre européen, français ou anglais. Ils ne connaissent pas tous nos réalités. Donc le travail que nous devons faire, c'est de prouver à nos autorités, par l'adoption des règles d'éthique, par la preuve de nos compétences, par le travail fouillé et par la maîtrise de nos dossiers pour que les gens sachent que les Africains ont des compétences. Donc, il faut faire le ménage. Oui, il faut recycler les gens, il faut leur donner, il faut qu'ils renouvellent les clés de leurs connaissances. Parce que si vous ne pouvez pas ouvrir certaines portes de la mondialisation aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller servir dans d'autres pays si vous ne vous mettez pas au niveau de ce que vous allez servir. Je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique est un pôle de croissance important et on ne peut plus se permettre de s'amuser. Nous devons être présents sur le chantier africain, le chantier de l'émergence. Non, vous êtes obligé, à cause de la mondialisation. On est obligé de nous mettre à niveau, d'abord de comprendre et de changer les mentalités dans nos pays, de sentir, de voir que les réalités que nous vivons ont changé, se modifient parce que le monde est en perpétuelle mutation. La petite information dans un bled à Paris ou dans un bled en France ou aux États-Unis est compris ici de la même manière. Nous sommes aujourd'hui dans un monde ouvert et l'intelligence artificielle a libéré, a débridé les choses. Un avocat qui ne sait pas aujourd'hui manipuler
les nouvelles technologies, les technologies de l'information et de la communication, est un analphabète. Il est de la vieille école. C'est un illettré. Un avocat qui ne peut pas converser en anglais, parce que moi je reçois beaucoup de clients américains et autres qui me parlent qu'en anglais. Je suis obligé de me mettre à l'anglais. Ou de choisir de trouver un traducteur. Parce que vous savez, nous sommes couverts parfois par le secret professionnel. Le traducteur ne doit pas comprendre, ne doit pas avoir un certain nombre de dossiers. Si vous ne pouvez pas, le client vous quitte. Pour finir rapidement, la corruption continue d'affaiblir la bonne gouvernance dans nos pays. Les flux financiers illicites continuent de poser problème. Quelle est votre place en tant qu'acteur juridique dans la construction d'une Afrique émergente? L'Union panafricaine des avocats a mis en place un mécanisme de lutte contre les flux financiers illicites. Nous avons signé un code d'éthique que nous allons également revoir ici. Dans notre programme pour cette conférence, nous avons prévu toute une conférence où nous allons demander aux avocats d'éviter de s'engager dans ces mécanismes de trafic illicite de devises, de flux financiers illicites, d'accompagner ces délinquants en col blanc, les trafiquants de drogue, les trafiquants d'espèces en voie de disparition, ceux qui font de l'évasion fiscale. Tout ça, les avocats, aujourd'hui, nous sommes formés et nous faisons des formations périodiques pour ne pas accompagner ces systèmes illicites. Nous sommes formés à ne pas accompagner, à être vigilants pour que le groupe terroriste qui sévissent en Afrique ne viennent pas domicilier leur dossier chez nous pour blanchir leur argent et tout ça. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Oui. Et l'avocat est un acteur économique majeur que les États doivent maintenant respecter. Et accompagner. Votre message est passé. Des avocats ou des experts européens, américains ou français qui leur coûtent 10 fois plus que les avocats africains. Le message est passé. Maître Sylvain Atto-Mensah, merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes avocat et le secrétaire général de l'Union panafricaine des avocats, en abrégé PALU. À vous qui nous avez suivis, à bientôt sur votre chaîne.